Donc avant que ne commence cette interview, on va penser à remercier la Cité des Sciences et de l'Industrie pour leur accueil dans l'exposition Espion qui nous fournissent un cadre de tournage de qualité. Ce tournage qui s'effectuera d'ailleurs masqué en raison de la crise du Covid-19. Donc ceci étant fait, Alexandre Papa-Emmanuel, qui êtes-vous ? Alexandre Papa-Emmanuel, je suis co-auteur du livre avec Florent Vadillo, Les Espions de l'Élysée, les présidents de la République et les services de renseignement. Je suis également enseignant à Sciences Po Paris où j'assure 2 cours, un sur l'industrie de l'armement et un autre sur le cyber et le numérique. Je suis président de la commission Digital Défense, l'association des auditeurs de l'IHEDN. Je suis également directeur du pôle défense du think tank L'Ethery. Je suis fan du PSG, j'aime le rap. Voilà pour me définir en quelques lignes. Qu'est-ce que c'est que le renseignement exactement ? Le renseignement, c'est la capacité pour un État de pouvoir appréhender son environnement, de pouvoir connaître, de pouvoir anticiper. Le renseignement, c'est du renseignement afin de stratégie, mais aussi afin d'implication très tactique sur le théâtre des opérations. Il y a du renseignement extérieur, comprendre le monde qui nous entoure, les grandes ruptures de ce monde, ces grandes crises, ces tensions, ces fractures, assurer aussi la sécurité des Français à l'étranger. Il y a du renseignement intérieur pour protéger un territoire national contre différentes menaces, qu'elles soient économiques, financières, en termes de prédation, mais également contre le terrorisme. Le renseignement, c'est aussi des capteurs, la capacité de pouvoir collecter de l'information. C'est aussi la capacité de pouvoir du coup comprendre ces signaux et de les inscrire dans le temps, dans l'histoire, comme je le disais, pour anticiper et connaître. C'est pas forcément de l'espionnage, en tout cas le renseignement nous entoure, on vit entouré de renseignements dans des œuvres de fiction qui sont aujourd'hui de plus en plus populaires. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde de collecte d'informations et donc le renseignement est très fantasmé. Et on lui oppose souvent l'espionnage. L'espionnage qui a vécu des grands moments pendant la guerre froide, avec la figure de l'espion qui échange de l'information. Et on le voit, ça reste toujours quelque chose de vivant. Le renseignement, c'est donc cette capacité de collecte, quand l'espionnage, c'est une collecte finalement illégale de certaines informations sur un État. Il est donc encadré pénalement. Et donc, quand vous faites attraper en train d'espionner, il y a un arsenal du coup juridique pour vous permettre de quitter le pays. On l'a vu très récemment, cette guerre-là, cette guerre un peu secrète, voit le jour parfois quand on détecte que tel ou tel agent a été retourné par telle ou telle puissance. Et donc le renseignement, c'est un monde fantasmé, c'est un monde qui crée aussi des écrans de fumée pour qu'on l'appréhende un peu plus mal, mais c'est aussi des politiques publiques, c'est aussi des moyens, c'est aussi des hommes et des femmes qui tous les jours œuvrent à la sécurité et à la sûreté des Français, de l'État français. Et donc c'est aussi un monde qui s'ouvre et qui dialogue de plus en plus, puisqu'il a depuis maintenant plusieurs livres blancs, des moyens qui sont considérables et aussi une performance accrue. Voilà pour cette définition très large du terme renseignement. Donc oui, c'est très large, c'est puissant finalement le renseignement, et ça dépend aussi des autorités légales, des autorités de l'État. C'est finalement 2 mondes assez puissants l'un à l'autre. Est-ce que la cohabitation se passe toujours bien ou est-ce qu'il y a de temps en temps des frictions ? Alors c'est vrai qu'il y a eu des relations un peu d'amour-haine entre le monde du renseignement et la sphère étatique. Et c'est vrai que ça a été aussi l'enjeu de lutte de pouvoir. Au cours de la Ve République, la coordination notamment du service de renseignement a parfois été abandonnée par le président de la République, repris par le Premier ministre, c'est par la suite institutionnalisé. On parle aussi beaucoup de guerre des services, de compétition entre services. Et c'est vrai que de nombreux scandales, notamment l'affaire Ben Barka ou celle du Rainbow Warrior, ont contribué à jeter un peu le trouble et le discrédit sur ce métier qui est pourtant un métier noble, de gens qui s'engagent dans la durée pour assurer la sécurité d'un pays. Et c'est vrai que s'il y a eu un désamour pendant très longtemps, on peut voir maintenant, depuis quelques années, parce que le renseignement aussi s'extériorise,
un regain d'intérêt, parce qu'aussi la France a été soumise à des défis et à des menaces et à des terribles attentats qui font qu'il y a eu aussi du coup un soutien qui a été fait au service de renseignement, mais il y a surtout le politique qui s'est approprié cette matière-là. Et il y a eu des politiques publiques très volontaristes pour donner plus de moyens, plus de ressources humaines, techniques, plus de budget, également donner un cadre de coopération aux différents services de renseignement. Et le livre blanc, du coup, un des livres blancs a permis de pouvoir mettre en place une vraie institutionnalisation des services de renseignement et du partage d'informations à leur sein. Un état profond, presque. On parle de l'état profond. C'est vrai que les services de renseignement sont associés à ce que l'État a de plus secret, de plus confidentiel. C'est vrai que le renseignement touche au cœur du réacteur. Et c'est en cela qu'il est profond. Il y a une histoire aussi profonde du renseignement en France. Et qui fait que il y a une capacité à pouvoir, pour du coup un acteur politique, de pouvoir appréhender le monde. C'est en ça que le renseignement est utile, parce que finalement, on y investit des moyens, mais il rapporte en échange une compréhension du monde, il rapporte en échange une autonomie stratégique. Quand vous avez un allié qui vous dit « attention, on va attaquer tel pays », de pouvoir avoir des moyens et une autonomie d'appréhension permet de pouvoir peser le pour et le contre et de ne pas aller dans cette guerre qui était peut-être une guerre sans fondement légal, sans fondement opérationnel, et d'avoir cette capacité à rester en retrait. À l'inverse, le renseignement permet d'avoir des preuves et permet aussi de pouvoir agir et de décider qui se cache derrière cet événement, derrière cet acte, et donc d'agir. Alors effectivement, le renseignement touche ce qu'il y a de plus sensible et de plus secret au sein de l'État, mais aujourd'hui, il y a aussi une politique de transparence, de contrôle qui ont été mises en place, et on peut dire que le renseignement s'ouvre peu à peu. Il s'ouvre aux autres services de renseignement des autres nations? Est-ce qu'il y a une coopération entre services? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup décrié cette compétition. C'est vrai qu'un agent de renseignement, une institution, elle va toujours apprécier de pouvoir susurrer à l'oreille du prince, d'être celui qui lui amène le sésame qui lui permettra de déchiffrer le monde. Effectivement, il y a une concurrence. Toujours est-il qu'il y a eu une volonté politique, et encore plus affirmée aujourd'hui, avec le coordinateur national du renseignement, notamment on lui a adjoint la lutte contre le terrorisme, pour faire en sorte que les services dialoguent entre eux. C'est pas intuitif, le partage d'informations. Il a fallu l'organiser, il a fallu une volonté politique. Le renseignement n'est pas une fin en soi, hein. Elle doit contribuer à une politique beaucoup plus générale, beaucoup plus globale. Et c'est en cela qu'il y a une institutionnalisation du renseignement qui fait qu'aujourd'hui, il y a des espaces de dialogue, d'échange. L'Académie du renseignement qui permet aux agents de renseignement d'être formés ensemble. Il y a des instances de partage, de retour d'expérience. Il y a eu des plateaux qui ont été créés de partage d'informations au plus fort de la menace terroriste, la cellule ALAT, la cellule Hermès pour partager de l'information contre la lutte contre le terrorisme sous l'égide de la DGSI ou de la DRM quand il fallait agir sur les théâtres extérieurs. Donc c'est pas facile. Pas un long fleuve tranquille, mais petit à petit, les réflexes se mettent en place, les échanges culturels se mettent en place, et on le voit, il y a des dynamiques croisées qui passent également et évidemment par l'agent de telle institution qui a une culture qui est très bien marquée et très forte, doit pouvoir partir en mobilité dans une autre institution et comprendre comment cette autre institution fonctionne. Et alors, quand il reviendra dans son institution de départ, il fera des échanges beaucoup plus faciles et normaux. Mais comme toujours, le renseignement doit être aussi inscrit dans une politique publique, et là, il y a une volonté de dialogue. Au milieu de tous ces partages, finalement, il y a le Centre national du renseignement qui a été créé sous Sarkozy. Quelle est sa mission exactement? Alors, le coordinateur national du renseignement, effectivement, a été créé par le président Nicolas Sarkozy, qui, au moment de sa campagne présidentielle, veut créer un grand conseil national de sûreté, sur le modèle un peu américain, dans cette logique d'hyper-présidentialisation. Arrivé au pouvoir, il y a une commission constitutionnelle qui se prononce contre finalement cette volonté d'hyper-présidentialisation, et va y avoir, au moment suite à l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, la création d'un livre blanc sur la défense et la stratégie et la sécurité nationale, qui va poser à plat un certain nombre de constats, qui va proposer aussi
du coup des pistes d'amélioration et va se créer du coup cette fonction stratégique connaissance-anticipation qui doit permettre finalement aux décideurs politiques français de pouvoir être armés dans les grandes négociations internationales avec plus de moyens, plus de capteurs, plus d'investissements. Et on va créer du coup aussi la communauté nationale du renseignement avec des acteurs de premier rang qui viennent du ministère des Armées, de la DRM, la DRSD, des acteurs et la DGSE, des acteurs du ministère des Finances et du ministère de l'Intérieur. Un premier cercle, et qui petit à petit va s'élargir aussi avec un deuxième cercle et des capacités de pouvoir utiliser des techniques de renseignement. Tout ça encadré par un cadre légal. Ça n'a pas été une chose facile. Les services de renseignement ne voyant pas d'un bon œil, finalement, cette volonté du président de pouvoir les coordonner, aimant toujours susurrer à l'oreille du prince, sans passer par le filtre du CNR. Et donc, ils ont gardé, pour certains réflexes, de pouvoir aller discuter directement avec le président. Et puis, quand on crée le CNR, il y a des acteurs qui sont aussi établis à l'Élysée. Il y a un conseiller diplomatique, il y a un chef d'état-major particulier qui voit arriver un troisième acteur qui vient rogner finalement sur leur propre fonction. Et donc il a fallu pour le CNR se faire une place auprès du président, auprès de ses conseillers et imposer une sorte de légitimité par rapport aux services de renseignement qui, avant, bon an, mal an, dans le vide, pouvaient aussi s'exprimer pleinement. Avec le CNR, est-ce que c'est pas le renseignement qui s'immisce dans la politique ou la politique qui s'immisce dans le renseignement? Non, je pense pas qu'il y ait cette porosité. Alors, c'est une très bonne question que vous posez, parce que au moment où Nicolas Sarkozy crée le CNR, il y a aussi plus de moyens, il y a l'Académie du renseignement, il y a un grand moment en fait de réforme des services de renseignement. Et c'est vrai qu'au moment où le président Hollande prend le pouvoir, il s'interroge. Est-ce que je dois garder du coup le CNR ou est-ce que je dois m'en débarrasser? Il se pose la question et puis il se rend compte que finalement supprimer la fonction, ça voudrait dire aussi se désintéresser finalement de cette matière-là. Et donc on peut le regarder maintenant après 15 ans où cette fonction existe. Le CNR est un conseiller du président. Il va l'aider en tant qu'agent, homme du chef de l'État, à coordonner, à préparer certains sujets en fonction de l'appétence du président. Si on a un président qui veut être hyper président, il va concentrer les pouvoirs. Si on a un président qui veut essayer de déverrouiller certains dossiers diplomatiques, il va s'appuyer sur un diplomate un peu rond qui peut du coup être présent sur des sujets internationaux. Si on a un président qui, comme aujourd'hui, est dans l'action et veut mettre en place une task force, on va mettre un acteur et lui allouer plus de moyens. Donc en fait, le CNR est ce que les présidents veulent en faire et il est ce que lui, il arrive à pouvoir s'octroyer comme marge de manœuvre, mais aucunement il y a mélange des genres. Les services de renseignement restent opérationnels, ce sont eux qui collectent, ce sont eux qui produisent de l'information. Le coordinateur national du renseignement va agréger des informations dans une note qu'il remet quotidiennement au président en lui disant voilà l'effet saillant. Donc il ne produit pas du renseignement, il va l'agréger, il va permettre du coup aux services de renseignement d'avoir plus d'impact auprès du président et de lui permettre d'être alerte sur certains sujets. Est-ce qu'on peut du coup comparer le CNR au Director of National Intelligence américain? Alors c'est vrai qu'il y a un parallèle qui se fait aisément. Les États-Unis ont un DNI, un Director of National Intelligence, qui a un bureau, ils sont plus de 1800, avec des capacités de production. Il doit coordonner 17 services de renseignement. Il voit quotidiennement le président. Et du coup, vous avez un coordinateur national du renseignement qui peut au prou et son homologue. Effectivement, il n'y a pas forcément les mêmes moyens. Quand l'ambassadeur Bachelet prend ses fonctions, devient CNR, il va rencontrer le DNI. Le DNI se félicite d'avoir un homologue désormais en France. Et il lui dit t'as combien de personnes? Il fait 15 000, c'est génial, attends, on va pouvoir faire des choses énormes. Non, 1500, mais c'est déjà bien et tout. Non, j'en ai vraiment 15. Et l'ambassadeur Bachelet souligne, et je comptais les assistantes et les chauffeurs dans les 15. Donc on voit que au-delà de la comparaison fonctionnelle, en termes de moyens, il y a quand même un écart. Mais la vraie question, c'est comment le président utilise le DNI. Aux États-Unis, il y a eu des grands problèmes de pérennité
de l'action du DNI et des conflits très forts avec la CIA. Avec un grand défi à un moment qui a créé un schisme, c'est la nomination à l'extérieur des États-Unis du personnel de la CIA. Le DNI disant « c'est dans mon périmètre », la CIA disant « ça a toujours été chez moi, ça restera chez moi ». D'ailleurs, pendant longtemps, le DNI et le directeur de la CIA, c'était la même personne. Et là donc, il y a dissociation, on demande un arbitrage au président, le président tranche pour la CIA, et donc on se dit, bon bah, la coordination est finie. Le nouveau DNI arrive, James Clapper, qui a une histoire très très longue dans les services de renseignement, une vraie connaissance, et il dit au président, mais si vous voulez que je coordonne, il faut qu'à chaque fois que vous rencontrez les services de renseignement, je sois là. Et il dit aux services de renseignement, si vous voulez que je sois là quand l'avion s'est écrasé, bah, prévenez-moi quand il décolle. Et donc il arrive avec une certaine sagesse, tout en associant les meilleurs éléments des différents services de renseignement, à créer un nouveau bureau qui aura une vraie dynamique et qui ira sur des sujets que les services de renseignement n'ont pas pris, celui d'interopérabilité, du partage d'informations, et des sujets qui vont vraiment créer de la valeur. Et donc c'est la même chose en France. Il faut qu'il y ait une alchimie, une proximité entre le président et le CNR pour avoir un vrai pouvoir. Et d'ailleurs, dans le livre, on le voit, il y a même certains CNR qui vont jouer de cette proximité-là, sans forcément l'avoir, en disant « attention, si ça continue comme ça, si vous ne me suivez pas », et là en l'occurrence, c'est sur la mutualisation, comment les services de renseignement peuvent partager pas seulement de la donnée, mais aussi des moyens techniques, eh ben, on va faire une note, et cette note, je vais la soumettre au président, et on va peut-être créer une agence de renseignement technique. Et donc, de cette proximité-là, parfois un peu feinte, parfois même mise en scène, eh ben, on va pouvoir avoir des arbitrages et pouvoir faire rentrer les différents acteurs des services de renseignement vers une politique qui est énoncée, celle de la mutualisation, du partage et de la proximité culturelle. Et donc voilà, ça dépend de la personnalité du président et du DNI ou du CNR qu'il nomme. Oui, donc en fait, d'un mandat à l'autre, la coopération entre les services n'est pas la même. D'un mandat à l'autre, oui, c'est vrai, mais quand le CNR arrive et qu'il est nommé, il arrive alors qu'il y a déjà des acteurs institutionnels à la tête d'agences de renseignement qui lui préexistent. Donc il arrive, mais en même temps, bah, les autres sont là depuis plus longtemps. Il arrive et en même temps, à l'Élysée, on ne lui fait pas forcément une place importante. Et donc, quand il arrive, il va essayer de créer des arbitrages, des postures, des positions pour affirmer son rôle, non sans mal. Même l'arrivée à l'Élysée du CNR est presque ubuesque, parce que où est-ce qu'on le met ? L'Élysée est grand, mais il n'y avait pas de place pour le CNR. Pendant un moment, on pense le mettre à l'hôtel de Marigny, mais ça pose des problèmes en termes de confidentialité. Il y a eu l'arrivée du coup de Kadhafi. Est-ce que c'est compatible du coup d'avoir une délégation libyenne dans la cour et puis le CNR au premier étage? On se dit mais on ne peut pas le mettre à l'Élysée. Alors il y a le chef d'état-major particulier qui dit ok d'accord, je vous donne ma salle de réunion. Elle est entre les toilettes, dira le général Gomard, et la photocopieuse. Pas très valorisable. Et puis après, ils seront mis à côté. Et on voit que donc du coup, comment inscrire un CNR dans un paysage institutionnel, c'est aussi un combat, jusqu'à est-ce que mon personnel, il peut avoir accès à la crèche de l'Élysée? Alors c'est des détails qui vous semblent un peu triviales, mais à la cantine, quelle est la signature mail? Et donc tout ça montre que imposer le renseignement dans le château, auprès du président, ça n'a pas été chose aisée. Il a fallu de la détermination, du temps, de la volonté. Et puis, depuis, il s'est institutionnalisé. Mais c'est un vrai combat. Le renseignement est un sport de combat. Le combat continue. Vous diriez qu'il faut le renforcer encore, ce CNR? Et si oui, comment? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit sa plus-value. Forcément, en interviewant les différents CNR et en se passionnant pour cet objet un peu particulier, il y a évidemment pour nous, Florent et moi, la volonté d'aller plus loin. Alors c'est vrai qu'il est encore trop tôt pour voir si la réforme voulue par le président Macron porte ses fruits, en allant sur la lutte contre le terrorisme, en donnant plus de moyens. Mais l'idée, ça serait de lui adjoindre évidemment une administration, un secrétariat général, plus de moyens, lui donner aussi un levier, c'est-à-dire le levier budgétaire. On parlait tout à l'heure de son homologue américain. L'homologue américain a droit de vie et de mort sur les budgets d'investissement. Donc forcément, on les coûte un peu plus.
quand quelqu'un tient les cordons de la bourse. On devrait aussi pouvoir lui donner un droit de regard sur les filières, créer une filière renseignement, qu'elle soit valorisée, pour faire en sorte que dans la fonction publique et la haute fonction publique, ça soit noble de pouvoir rentrer dans cette filière-là. Alors, les agences de renseignement s'ouvrent, hein, la DGSE accueille des élèves qui sont issus de l'ENA, la DGSI vient de le faire, donc il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Mais oui, je pense que plus de moyens sur le capacitaire, donc les satellites qu'on achète ou les antennes, sur les carrières et les moyens humains, et évidemment aussi sur les sujets technologiques qui sont les sujets d'entre-deux. Le partage d'informations, l'interopérabilité, et finalement casser les silos, casser les cathédrales et faire en sorte que l'information circule de façon beaucoup plus fluide. En ce moment, donc, la priorité du CNR, ce serait la menace terroriste. Est-ce qu'à trop se focaliser sur cette menace, on ne risque pas de laisser de côté les autres types de menaces telles que économiques? C'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que la lutte contre le terrorisme a absorbé les corps et les esprits. Ça a été la première menace, et donc forcément la priorité pour les services de renseignement. On ne peut pas leur en vouloir d'essayer de protéger le territoire, d'agir et d'empêcher que cette menace-là devienne réelle. Elle l'est trop devenue. Donc oui, elle a pris une place importante, mais en même temps, la menace était plus qu'importante et il fallait agir. D'ailleurs, c'est aussi un changement philosophique, c'est-à-dire que le monde de la guerre froide imposait du silotage, imposait du cloisonnement entre services de renseignement. Il fallait qu'on puisse travailler une source sans que les autres le sachent, etc. Le terrorisme, lui, impose, cette menace nous impose de pouvoir dialoguer, puisque telle personne qui est à un moment à l'étranger peut revenir sur le territoire national, utiliser tel et tel moyen de communication, être dans la discrétion, et donc beaucoup de choses se mélangent, et notamment en termes de financement, et donc il faut du partage. Et c'est ça que c'est cette prise de conscience en fait qui a fait qu'il y a eu aussi cette conduite du changement qui a été opéré au sein de l'État, c'est de se dire plus jamais ça. Il faut que les gens puissent dialoguer de façon claire, ouverte. Au tout début, l'Académie du renseignement, les gens venaient avec leur alias, presque masqués comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'après ils puissent partager des thématiques ou des sujets en commun? Aujourd'hui, à l'Académie du renseignement, les agents de renseignement qui viennent s'y former, entre agents de renseignement français, viennent avec leur vraie identité. Et donc là, on voit aussi un changement culturel qui est en train de s'opérer et une lame de fond. Alors vous disiez, est-ce que le renseignement économique et financier a été oublié? Il a été ballotté pendant très longtemps, entre Bercy, entre de l'interministériel, chacun ne voulant pas laisser partir du coup le mandat, les moyens qui vont avec. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a des moyens plus importants que par le passé qui sont octroyés à cette fonction-là, que ça soit dans différents services, et à la DRSD aussi qui avec la loi de programmation militaire, a plus de moyens, qui s'équipe, qui peut recruter. Il y a aussi la DGE, la Direction Générale pour les Entreprises, qui pilote ces sujets stratégiques avec le Colisée à haut niveau pour coordonner et créer des synergies avec du coup le SGDSN, le ministère des Affaires étrangères et puis Bercy, et puis qui coordonne aussi ces thématiques-là à un échelon plus opératif avec les services de renseignement. Donc ça a été vrai. Le sujet a été balancé, sans doute aussi par faute de naïveté, peut-être aussi de l'État français, ne voyant pas que le monde était devenu aussi un cadre d'affrontement avec des chocs très violents, et il y a une prise de conscience, et j'espère que ça va maintenant perdurer. Vous parliez de renseignement, le renseignement est partout, il se décline maintenant en cyber, mais aussi en économique, demain même en sanitaire. On voit qu'il y a des vrais sujets autour de tout ce qui est épidémie. Donc cette façon de pouvoir appréhender le monde, je crois qu'aujourd'hui elle est bien comprise au plus haut sommet de l'État, mais elle nécessite encore de l'encouragement et plus de moyens pour essayer de combattre finalement les réflexes qui sont des réflexes à chaque fois un peu corporatistes. Parce que de ce que vous me dites, en fait, on a mis du temps en France à percevoir la façon dont le monde changeait, à percevoir les nouvelles formes de terrorisme. On n'avait pas cette culture de partage entre le renseignement jusqu'à assez récemment. C'est vrai que le monde en même temps change vite. Alors il a été figé pendant très longtemps et d'un coup il est parti dans tous les sens.
Renseigner, c'est aussi pouvoir explorer toutes les pistes. Il faut forcément créer et forcer les coopérations, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Alors on ne partage pas de renseignements, soi-disant, on l'échange. On l'échange avec un allié en bilatéral, parce qu'on ne veut pas qu'il soit prêté à d'autres. Mais il y a des dynamiques au niveau européen qui sont en train de se mettre en place, avec cette idée d'avoir une académie du renseignement européen. Mais Didier Lebray avait lancé le Club de Paris aussi pour que les différents coordinateurs nationaux du renseignement européen puissent partager entre eux. Et quand la Pologne était en train d'organiser les journées mondiales de la jeunesse, il y a eu des services de renseignement européens qui ont dit faire attention à ça, les modes opératoires sont comme ceci. Donc il y a du partage, il y a du retour d'expérience, puis il y a aussi du partage avec les États-Unis qui échangent les données avec les services français. Donc il y a des dynamiques de partage qui se mettent en place. Et puis il y a aussi, à côté de ce partenariat qui se développe sur la confiance, il y a aussi les capacités à chaque fois nationales de pouvoir questionner le renseignement qu'on reçoit, l'infirmer, le confirmer. Et donc il y a cette nécessité toujours de pouvoir être autonome. Il est là le curseur toujours compliqué. Parce qu'il y a du partage, il y a de la concurrence, mais il y a de l'affrontement. Effectivement, ouais. C'est un monde trouble. Alors on est ici dans l'exposition Espion, la Cité des sciences et de l'industrie, et qui montre bien que c'est pas évident, parce que partager, faire savoir, cacher, c'est un monde parfois de l'illusion, et pourtant c'est un monde bien réel qui va se connecter sur des câbles sous-marins, qui va permettre à des individus d'aller tamponner d'autres individus, qui va intercepter des ondes. Et donc tout ça fait que finalement l'agence de renseignement et l'agent de renseignement, il est très schizophrénique en fait. C'est-à-dire que j'agis pour mon pays mais il ne faut pas que ça se sache. D'ailleurs on le voit bien dans la série, à un moment un des agents a fait une opération et il prend le métro. Il aimerait bien que tout le monde le regarde comme un héros, mais non. En fait, il n'a fait que son métier et on ne voit du coup que les échecs des agences de renseignement. Donc c'est très dur comme métier. La série le montre bien, avec des tiraillements, avec ce qu'on peut dire ou pas avec sa famille, avec les choix qu'on peut faire personnels, à comment ça engage du coup un pays. Et en même temps, on le voit, il y a quand même un élan. Alors, je vous ai dit, je suis professeur, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves veulent devenir agents de renseignement. Il y a aussi une dynamique et une culture qui est en train de se mettre en place, avec des gens qui ont envie de servir leur pays, qui ont envie de prendre part à faire en sorte que la France soit un pays sauvegardé. Et c'est vrai qu'il y a parfois un petit peu de fantasme. Alors on parlait tout à l'heure de fantasme du monde du renseignement, du monde de l'espionnage. C'est vrai que et là encore, une fois la série le rend bien, c'est que c'est aussi un métier d'administration finalement. C'est métro boulot dodo. Je vais à la caserne le matin, je fais mon analyse. Peut-être que je vais discuter avec des hommes et des femmes qui sont de par le monde. Je vais utiliser des techniques qui sont à l'avant-garde de la technologie et du progrès. Mais à la fin, je vais rentrer chez moi. Et donc, il y a aussi ce coup près d'une administration, en plus, là, pour le coup, très cloisonnée, très hiérarchisée, avec le droit d'en connaître. Et donc, il faut aussi bien peser le pour et le contre. C'est très stimulant, c'est très gratifiant, mais en même temps, on reste du coup un petit pion dans un échiquier global. Et donc, c'est aussi ce qui est marrant de voir sur ce fantasme et cet écran qu'a créé la série Le Bureau des légendes, qui a vraiment contribué à créer une sorte de miroir de ce qu'est le monde du renseignement. La réalité est tout autre. C'est aussi des agents qui, tous les jours, essayent de creuser une information, de la compléter et d'avoir une vue la plus globale possible. Vous travaillez donc chez Palantir Technologies, une entreprise américaine spécialisée dans le Big Data. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le Big Data? C'est assez obscur finalement. Ouais, c'est vrai que en fait, les agences de renseignement étaient confrontées à un défi, mais en fait, pas qu'elles, les industries et même nous, tous les jours, c'est comment faire face à ce tsunami d'informations qui vient nous submerger. La France, notamment, a investi énormément dans les capteurs souverains, des capteurs satellitaires, des avions de mission, des champs antennaires, des capacités cyber, des moyens humains. Et une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à détecter le signal faible alors que on n'arrive pas à pouvoir digérer, analyser, comprendre toutes ces données-là?
Le big data, c'est cette capacité de pouvoir orchestrer, intégrer de façon automatique les informations et de les présenter de façon intelligible à un opérateur pour qu'il puisse prendre des décisions et après améliorer la capacité du système. Le big data, c'est pas remplacer l'homme, c'est pouvoir l'augmenter. Le big data, c'est pas des grands tableaux sur la détection prédictive, c'est juste organiser un patrimoine informationnel qui est de plus en plus colossal. Des images de drones qui arrivent quotidiennement, de satellites, la plupart du temps, elles restent en fait dans un disque dur et elle ne va pas être exploitée, ce qui est dommage. Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur le patrimoine informationnel considérable d'un service de renseignement, en l'occurrence, si on parle dans ce cas précis, et l'aider à pouvoir du coup anticiper, comprendre ou l'alerter. Il est en train de se passer telle chose en Libye, attention, telle infrastructure est en train de devenir critique, on est en train de détecter du coup par l'agrégation des données de capteurs différents qu'il y a un viol de l'embargo sur l'armement en Libye, et donc après on permet à l'opérateur d'être plus précis. En fait voilà, c'est accompagner l'homme dans sa détection et sa compréhension de l'environnement, tout en respectant à chaque fois différents principes clés qui sont la sécurité, la traçabilité de la donnée, sa source, sa véracité, et puis aussi du coup ce qu'on peut faire ou pas avec la donnée. Tout n'est pas souhaitable en fait d'être fait avec la donnée, et c'est aussi de pouvoir permettre de créer des environnements sécurisés où on va respecter les droits et les libertés individuelles. Et je pense que c'est le grand défi du big data, en tout cas appliqué aux sujets gouvernementaux. Et on voit tous les excès en fait de ce big data quand il est utilisé par des acteurs privés qui vont collecter de l'information individuelle, personnelle, qui vont l'agréger avec d'autres, qui vont faire rentrer dans des cases et qui vont la revendre. Les data brokers qui aujourd'hui collectent énormément d'informations de sources ouvertes sur est-ce que vous êtes propriétaire, ce sont des acteurs privés, de quel bord politique vous êtes, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous avez des enfants, quelles sont vos habitudes de consommation. Tout ça mérite d'être encadré. Et ce qui est vrai, du coup, et qui est assez hallucinant, aujourd'hui, il y a un cadre légal très contraignant, en fait, depuis la loi sur le renseignement, qui pèse sur les services de renseignement, et l'utilisation des techniques de renseignement qui sont très encadrées par la CNCTR, l'organisme qui est en charge de contrôler les techniques de renseignement, sous autorisation du Premier ministre. Et de l'autre côté, vous avez un monde privé qui, lui, collecte, agrège, fusionne de façon très très intrusive, avec souvent en plus l'accord de tout à chacun, de consommateurs. Et donc il y a des vraies réflexions à avoir sur ces sujets, sur ce que permet et ne permet pas la technologie. Et aujourd'hui, on le voit, les services de renseignement ont un cadre légal très 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 normé, très rigide, et ils ne peuvent pas tout, alors qu'il y a des acteurs privés qui, eux, ont cette capacité de pouvoir collecter de la donnée de façon massive. Et donc aujourd'hui, il y a aussi un environnement qui est en train de se créer autour de la manipulation de données qui doit être orchestré, et c'est ce qu'est en train de faire l'État. Et donc il y a aussi Et je pense que c'est un tournant qui est un tournant majeur depuis la guerre froide, où on avait des oppositions très figées. Là, aujourd'hui, c'est la capacité à pouvoir comprendre ce qui se passe qui va être discriminant. Quand vous allez être en face d'un essaim de drone et qu'il y a toute cette information qui va descendre, comment vous l'exploitez ? Quand vous avez des avions qui permettent de pouvoir voir et entendre, comment vous comprenez du coup ce qu'ils sont en train de capter et comment le mettre en réseau avec ce que vous avez pu collecter ailleurs. Et donc c'est ça en fait l'idée, c'est de pouvoir libérer ces données et puis aider l'opérateur à comprendre ce qui se passe et surtout à libérer des tâches ancillaires, des tâches longues et fastidieuses de saisie, de ressaisie. Une image satellitaire, compter le nombre de voitures ou d'avions qu'il y a dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Mais la remettre dans un contexte, détecter que ces changements vont avoir un impact sur le conflit, là, il y a une vraie valeur ajoutée. Je pense que le big data, c'est une lame de fond qui est en train de transformer le mode opératoire des agences de renseignement, mais aussi des industries, sur des informations qui étaient avant propriétaires et qui maintenant doivent être désilotées et qui redonnent du pouvoir aussi bien à l'analyste, qui était du coup en centrale dans son bureau sans voir le terrain, qui va avoir des données directement du terrain, qui va pouvoir
du coup recréer du coup du sens et qui va redonner aussi du pouvoir aux gens qu'on va traiter de façon péjorative de techniciens et qui vont pouvoir du coup compléter des analyses. En fait, le big data, ça permet de créer des agents de fusion qui ont un pied dans les sciences humaines et sociales et un autre dans la technologie. C'est créer un pont entre différents mondes qui se sont pendant trop longtemps ignorés et aujourd'hui qu'il faut réconcilier pour garder ce temps d'avance, être toujours sur le coup d'après, en faisant fi des querelles du passé. Merci Alexandre, Papa Emmanuel. Merci pour votre invitation.